tu fais une belle tête, donc on voit une belle tête, une belle version de Thomas. Hein. Alors, regarde, j'enlève le micro pour parler de toi. Ça m'arrange si je le fais sans micro. J'espère que tu puisses écouter. Sinon, acércate. Así. Acércate. Ok, Thomas, je commence, je te présente, je te laisse la parole. Ça va? Ça va pour moi. El PowerPoint de internet de alguien que te dice cómo hacer un dossier a alguien que espero no hay que hacer un padre es una valente nos en el 36 pero de 28. Estaba segundo año de la formación del libro. Yo recuerdo de tomar ese circo, siempre me acuerdo de ¿él no ve la traducción? ¿Sí, no? No, la tengo que cambiar aquí. Le cambio de lado. Ahí la ve. Me acuerdo de super acróbata, se llamaba Tomás Pop. Tomás era una referencia a nivel. O sea, la traducción es mejor si lo haces con el micro. Sí. Oui, alors là, on dirait que tu m'entends mieux, non, Thomas? Donc, je suis en train de raconter une petite anecdote par rapport a par rapport a mes souvenirs. Donc, pardon, en español. Entonces, para mí, yo siempre llevaba una admiración brutal por Tomás, repito, por sus acrobacias, por sus pantalones. La primera vez que vi un par de pantalones de capoeira, lo llevabas Tomás, ¿no? Entonces llevaba admiración por sus pantalones de capoeira, por su acrobacia, por cómo hacía la cuerda floja, por su creatividad y cómo hacía las verticales en los libros. Y siempre pensé, wow, vaya artista creador. Pero Tomás, y me vas a corregir, Tomás, si no es verdad lo que estoy diciendo, no acaba la escuela y empieza y se pone a crear. Acaba la escuela y se va a dar clases en las favelas de Río de Janeiro o en Brasil. No me acuerdo si era Río de Janeiro o Brasil. U otra parte de Brasil. Era Río de Janeiro. Río de Janeiro. O sea, lo que le interesaba a Tomás era la parte pedagógica y de circo social. Y nosotros, ¿cómo con el talento creador que tiene ese chaval? ¿Dónde se ha ido? A ver si vuelve. Claro, Tomás vuelve años después y no hago spoiler. No, no voy a decir mucho más porque imagino que lo vas a contar tú, pero Tomás vuelve años después de haber acabado la escuela,
vuelve, decide de crear un espectáculo. Su primer espectáculo se llama Soliloq. Igual, la primera vez que yo vi Soliloq y fue en el Festival Circa en Osh, fue la mismo punch in the face. Era como, wow, la persona que tengo delante de mí es uno de los artistas que hoy en día me sorprende lo más, me hace más reír, tiene una profundidad que, wow, a tenerla sería un regalo para todas y para todos. Y no sé si antes de eso, Tomás, o después de eso, en las anécdotas, yo voy a trabajar por mi cuenta. Hago un viaje íntimo en Burkina Faso. Me fue con mi cuerva, para pasar un mes en África, en Burkina Faso, a dar clases a los niños de un orfanotrofio, etcétera, etcétera, etcétera. Y me encontré antes Hélène, ¿no? Era Hélène que estaba, ¿no? En Bobo di Lasso, Tomás. C'est ça, ouais, c'est avec Sí. Hélène. Y encuentro la novia de Tomás. Ni sabía. Imagínate, no es que el África es pequeña. Sí, es bastante grande. Sí, no es que Burkina Faso es pequeña, es bastante grande. No es que la segunda ciudad de Burkina Faso, Bobo di Lasso, es pequeña, es bastante grande. Y bien, me encuentro una vez que me dice, mira, va a llegar Tomás de aquí 3 días. Digo, otra vez. Entonces, la segunda, tercera vez que encuentro Tomás es en África, por caso, y me encuentro un artista que yo pensaba, wow, Tomás está top, 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 top. Se hizo de autostop Toulouse, Burkina Faso. Pasando por el desierto, me contó historias del desierto de noche, entre el Marruecos y la Mauritania, lo que había pasado. O sea, Tomás siempre ha guardado, ¿no? Ha mantenido una coherencia absoluta con lo que es su identidad artística, lo que es sus convicciones políticas, su papel en el social, etcétera, 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 etcétera. Y a lo largo de los años, me di cuenta que había pocos artistas como Tomás que no han perdido con el suceso o con el éxito, ¿no? De sus creaciones. Claro, Tomás crea la compañía Singulier y después imagino, Tomás, que nos vas a explicar el sentido de la palabra Singulier y por qué hay esa S grande al final de Singulier. Tomás crea 3 espectáculos, ¿no? Soliloq, Amalgama y no me acuerdo el último. Aparté. Aparte, perdón. Y sigue alimentando su unicidad. O sea, Tomás, desde que lo conocí, era único en lo que hacía en la escuela, único como persona, único como artista, y es por eso que está aquí hoy. Justamente hoy día que hablamos de la identidad artística y de cuáles son las características cuál es el conjunto de las características que definen tu identidad artística y también para hablar un poco del lenguaje. Entonces, ¿cuál es la relación por Tomás entre lo que quiere hacer y cómo lo hace en escena? ¿Sí? Espero que sea para todas y todos una experiencia única como lo fue el año pasado. Tomás nos sorprendió a todos y todas con todas las cosas que nos contó, tanto sus experiencias personales cuanto sus visiones artísticas. Como método de discusión, como es lo único encuentro que tenemos vía Zoom, concordamos con Tomás. Bueno, gracias a Noé que hace ese milagro de la traducción, así que yo no tengo que interrumpir a Tomás para traducir, ¿no? Pero como método, Tomás me sugiere, si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Que sale en función o dudas, ¿no? En función de lo que Tomás dice, podéis levantar los brazos, yo vengo con el micro, le hacéis la pregunta, evidentemente, en español y él tendrá la traducción en francés, ¿sí? Claro, entonces cuando tenéis una pregunta, levantáis los brazos. Tomás, cuando ellos tienen una pregunta, levantan los brazos, yo te diré, Tomás, hay una pregunta, ¿no? Y así seguimos, ¿sí? Voilà. Donc, Thomas, je viens vers toi maintenant. J'espère que mon introduction n'aya pas tout dit, mais qu'elle ait permis à toi et à nous de rentrer un peu en écoute sensible. Tu sais, l'écoute sensible, c'est un des mots
d'une forme de pédagogie suédoise développée en 1920 qui s'appelle Action Intégration. Un jour, on parlera de ça. Donc, pour établir une écoute sensible entre eux et toi, j'ai juste raconté 2 anecdotes. Je ne sais pas si tu les as compris par la traduction ou au micro. J'ai entendu le Burkina Faso et j'ai entendu voilà. Circa. J'ai entendu. Voilà, donc je te laisse la parole. Non, tu commences par où tu veux. Et voilà, à n'importe quel moment, moi je te poserai aussi une question ou à n'importe quel moment, si tu as besoin de faire une pause, tu nous dis, les gars, pause, je dois boire un coup, toilette, et on fera une pause ensemble. Ça va? D'accord. Merci encore. Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour la présentation d'être là avec vous. Je m'excuse, je parle pas espagnol et je parle un peu le portugais, mais très peu des langues. Donc, excusez-moi pour cette lacune de pas parler une autre langue. Donc, je m'appelle Thomas, j'ai 45 ans. Juste pour vous dire un tout petit peu sur mon parcours, c'est que j'ai commencé le cirque tout petit, quand j'avais 6 ans. Et j'ai découvert le cirque dans une éducation, dans une structure d'éducation populaire, un centre social, dans un quartier à côté de Lyon, où il y avait un directeur du centre social qui faisait du cirque, qui jouait de l'accordéon et qui était éducateur. Et c'est avec lui que j'ai découvert le cirque. Il avait monté un cirque d'enfants. Son projet, c'était un cirque d'enfants. Donc moi, j'ai commencé à 6 ans et j'ai continué jusqu'à 16 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait avec lui partie de l'aventure. C'était tous les soirs de la semaine, pendant les vacances. On partait en tournée l'été avec un chapiteau. Et j'ai découvert autre chose que chez moi grâce au cirque. Ça va, la traduction? Ça va? Bon, je continue? Ouais, bon, je continue. D'accord. Après ça, je suis arrivé à Toulouse pour faire la formation du Lido. J'avais menti sur mon âge, j'avais pas encore 18 ans, il fallait avoir 18 ans, mais j'avais menti, j'avais 17 ans. Et j'ai fait la formation du Lido de 17 ans à 19 ans au Lido. Ça s'est bien passé, j'étais content. À la suite de ça, je suis parti au Brésil, donc pendant 1 an. Et j'ai fait un travail de cercle social au Brésil pendant 1 an. Et après, quand je suis revenu, je savais plus exactement ce que j'avais envie de faire, si je voulais faire du spectacle ou faire des ateliers de cirque ou faire du cercle social. Ben, je ne savais plus exactement et je me suis lancé dans l'aventure à essayer de tout faire, de monter une compagnie, de continuer les projets cirque social et de continuer aussi à donner des ateliers en France de cirque. Donc, j'ai créé la compagnie en 99, au tout début, et j'ai monté la compagnie Singulière. On a créé un premier spectacle, là, Soliloque. Roberto a parlé de Soliloque. On joue encore actuellement ce spectacle-là. Et on a créé après un deuxième spectacle qui s'appelle Aparté et un troisième spectacle qu'on a monté il y a 4 ans qui s'appelle Amalgame. À chaque fois, c'est des spectacles, moi j'explique que c'est des spectacles à vivre. C'est comme ça que je caractérise les spectacles, c'est des spectacles à vivre. Ça veut dire qu'on a envie que le public, il vienne vivre une expérience. Il y a le spectacle, il y a du cirque, il y a du théâtre, il y a de la danse, mais il y a souvent une situation qui est, on aime bien travailler avec le faux et le vrai, et on aime bien travailler sur une situation où
on se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui fait partie du spectacle ou qu'est-ce qui fait pas partie du spectacle. On met une situation en place. Donc, au départ, moi, je fais vraiment du cirque et je faisais pas du tout de théâtre. Et c'est en mettant ce style-là un peu de spectacle où on questionne un peu, on met des choses en place pour questionner le public, pour que le public se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et en parallèle de la compagnie, moi j'ai quand même continué. Voilà, je suis allé pas mal en Guinée, en Côte d'Ivoire. Là, je continue les projets au Cameroun. Je continue les projets pas mal avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, avec la Palestine aussi, où je continue. Et l'idée, c'est de pouvoir partager des pratiques autour du cirque, surtout autour du cirque, mais avec des personnes qui n'auraient pas forcément la possibilité d'avoir des loisirs, donc dans des situations des fois un peu complexes, beaucoup avec les enfants des rues. Mais en France, je travaille dans 4 lieux où je travaille dans les prisons, où on a un État en ce moment le gouvernement en ce moment a décidé qu'il y aurait plus de loisirs dans les prisons, donc ils veulent refuser le cirque dans les prisons en France. Mais on va continuer à proposer, on va continuer à trouver par le biais de la santé, on va essayer de continuer à faire ces activités. Et je travaille dans un hôpital psychiatrique pour adolescents, donc dans une clinique psychiatrique pour les 13 ans à 18 ans, autour du cirque. On a monté une école de cirque à l'intérieur de la clinique. Et après, je travaille, moi, encore en atelier de rue, dans la rue, sur des projets cirque autour de l'acrobatie et l'aérien aussi, et de l'équipe sur matériel, dans des ateliers de rue, dans la rue, en France. Thomas? Oui? Alors, est-ce que je peux te poser la première question ou c'est trop tôt? Ah non, pas de problème, vas-y, hein, vas-y. Alors, dans ton introduction, tu as parlé, perdón, hablo en español. En tu introducción, Tomás, hablaste de este elemento que ya nos lleva mucho la atención, mentira, ¿sí? Donde tú dices que uno de los aspectos de tu identidad artística es la mezcla, mejor dicho, de la mezcla, es la relación entre mentira y realidad, ¿sí? Lo que es de verdad, lo que no lo es, ¿sí? ¿Me entendéis? Sí. Vale. Podemos decir, Tomás, es uno de los ejes, ¿no? Tanto de tus creaciones, cuanto también de tu vida pasada, tal vez presente, quién sabe futura. Vale. Como para mí es muy importante que todas y todos entiendan que lo que hacemos en escena de alguna manera tiene que ser el reflejo también de experiencias, ¿no? O el resultado, o tiene que ser en relación a experiencias que tenemos tanto en la vida cuanto escénicas. ¿Podrías contarnos, Tomás, alguna anécdota de Tomás en la vida que juega haciendo mentiras? Claro, acaba de decir una, ¿no? Que para entrar al Lido ha tenido que mentir. Tenía 17 años, pero entraba solo 17 años, ha mentido. Entonces, Tomás, ¿podría contarnos alguna experiencia tuya de mentira para entender esto, ¿no? Cuánto es importante practicar en la vida experiencias de verdad para después, ¿no?, llevarlas en la manera de escribir los espectáculos. No sé si me entiendes. Oui. Ok. Je peux donner un exemple, c'est que, alors, nous, on n'appelle pas ça le mensonge, on appelle ça le bluff. C'est un nom un peu différent que le mensonge. Ça veut dire que la finalité du bluff, c'est de brouiller les pistes. Et le mensonge, c'est vraiment un côté mensonge où on va mentir. Là, le bluff, c'est une question de créer du doute
on crée du doute. Alors des fois c'est très proche du mensonge, mais je prends l'exemple, c'est que quand j'étais petit, moi j'ai un parcours scolaire qui est compliqué et je faisais pas mes devoirs. Voilà, c'était pas quelque chose que j'aimais faire mes devoirs, je faisais pas mes devoirs. Et quand on m'interrogeait, quand je devais lire un livre en français, quand on m'interrogeait sur le livre, moi je partais dans mes histoires à moi et on me disait mais c'est pas du tout ça le livre. Et je disais ben moi c'est ça que j'ai lu. J'expliquais que j'ai lu ça alors que c'était pas vrai. Mais j'expliquais que c'était dans le livre, c'est ça que j'avais lu. La prof elle me disait mais non, t'as pas dû lire le bon livre. Et je disais ben moi c'est ça que j'ai lu. Et donc je brouillais les pistes où j'avais pas une mauvaise note parce qu'on me disait bon il s'est trompé de livre. Et il y avait un côté où c'était pour brouiller un peu c'était comment retomber sur ses pattes, retomber sur ses pieds d'une façon ou d'une autre par rapport à une situation. Je peux expliquer, si vous voulez bien, ça va un peu dévoiler le secret de la compagnie, mais le premier spectacle qu'on a créé, Soliloque, au départ, on l'a pas créé. Ça veut dire que, pour vous raconter l'histoire, c'est qu'il y avait un festival qui était à Grenoble, un festival de cirque, et il y a une compagnie qui a annulé la représentation le jour même, qui devait venir jouer. Et le directeur du festival, il m'a demandé si je pouvais venir jouer avec une compagnie. Et la compagnie avec qui je jouais, ils n'ont pas voulu. Et lui, il m'a dit, bah, viens faire quelque chose. Moi, je savais pas quoi faire parce que j'avais pas de solo. Et j'ai dit au public, j'ai fait une improvisation où j'ai dévoilé au public que je faisais partie de la compagnie qui était invitée, alors que c'était pas vrai parce que je les connaissais pas. Mais j'ai fait croire que le spectacle, j'ai inventé l'histoire du spectacle. J'ai inventé l'histoire de qu'est-ce qu'on faisait dans le spectacle, alors que c'était pas du tout, je connaissais pas le spectacle et c'était une improvisation où je suis parti dans mon imaginaire et c'est ça qui a créé le spectacle Soliloque que je joue encore actuellement. Ça va? Alors, merci beaucoup Thomas. Donc on est en train de lire tout ce que tu dis. Y après, si tu veux, on peut parler. Ah, perdonáis. Estamos leyendo todo lo que dice Tomás. Si queremos, podemos después hablar un poco más de también tu primer espectáculo. Soliloque. Ahora, Tomás, ha pasado algo. On ne te voit plus. Donc, il y a un écran blanc avec des sous-titres. Donc, on pourrait imaginer que c'est ChatGPT ou c'est l'intelligence artificielle qui fait tout. On met une voix dans un écran blanc. Donc, voilà, c'est pour te dire, je ne sais pas si a tocado algo, si tu as touché quelque chose ou pas. Non, j'ai rien touché, moi. Moi, je vous vois, je vois Daphné, je vois les gens sur les gradins. Et toi, tu te vois? Et toi, tu te vois? Moi, je me vois, ouais. Elle se ve, nos ve. Entonces, de su lado funciona todo bien, parece. Alors, juste une seconde, Thomas, on va faire une petite manœuvre ici. Désolé. Non, pas de problème. Ok, entonces, seguimos. Entonces, veis que en la identidad de Tomás, el bluff, ¿no? Él no la llama mentira, llama el bluff, ¿no? Y la verdad son dos elementos que los caracterizan mucho, mucho. Tomás, ¿podría decirnos cuáles son, si lo tienes claro, imagino que sí también, otros elementos que caracterizan tanto la compañía Singulier, ¿vale? Cuanto Thomas Bodinier comme artiste? C'est quoi pour toi cuáles son para ti los otros elementos, ¿no? Que te caracterizan en tu identidad artística como Thomas y en la compañía Singulier? Gracias. Moi, j'utilise beaucoup mon quotidien, de la vie de tous les jours, de ce que je vis, ce que je suis,
Ça veut dire que à la base, je suis pas du tout comédien, je fais pas du tout de théâtre, et même j'ai tout le temps eu beaucoup de difficultés à faire du théâtre. Mais la scène, pour moi, la scène, c'est un endroit où les gens ils savent pas qu'est-ce que c'est quoi qu'on vit pas bien, c'est quoi qu'on n'est pas très ça valorise la scène. Pour moi, le spectacle, ça valorise des fois, à des moments donnés, des choses où on n'est pas très valorisé dans la vie de tous les jours. Et donc, moi, souvent, la parole, c'est pas trop mon fort au niveau de parler correctement français. Je suis pas un littéraire au niveau de ce que. Et le spectacle, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oh là là, tu nous montres que tu peux être quelqu'un comme tout le monde, quelqu'un qui parle pas très bien français, quelqu'un qui. Et les gens ils me disent, mais t'as fait beaucoup de théâtre, t'as beaucoup travaillé le théâtre pour faire ce personnage-là. Et j'ai beaucoup de mal à répondre parce que je parle de la même manière dans la vie de tous les jours que sur scène. Et donc, à des moments donnés, je suis la même personne. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un personnage de théâtre, travaillé en technique de théâtre. Ça fait partie de ce que je suis au quotidien. Et il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup le cirque, mais moi, j'aurais trop aimé faire de la danse petit. J'aurais trop aimé pouvoir faire de la danse. Il y a un côté où je mélange aussi l'aspect danse dans le spectacle. Je mélange beaucoup les choses où voilà, il y a un côté où on ne sait plus exactement qu'est-ce qui vient d'où. J'utilise la rencontre avec la capoeira fait partie aussi dans les spectacles. J'utilise beaucoup de choses qui sont à des moments donnés. Je vais donner un exemple, mais au tout début, j'ai commencé le cirque par faire du fil, marcher sur le fil de ferriste. Et à des moments donnés, je fais du spectacle un peu comme je fais du fil, c'est que je joue sur les déséquilibres. Je ne sais pas exactement jusqu'à où je peux aller, je déséquilibre, je vais à un autre endroit, je déséquilibre. Et j'ai une pratique sur scène qui est très proche de quand je suis sur le fil, où je m'amuse avec de déséquilibrer d'un côté, déséquilibrer de l'autre, déséquilibrer d'un côté, où je cherche un équilibre avec des déséquilibres. C'est ma manière de faire sur scène. Il n'y a pas beaucoup d'improvisation, mais il y a un petit peu d'improvisation qui fait que je peux voilà, aller d'un côté, aller de l'autre, aller chercher des endroits avec le public. Et Thomas, il y a aussi, si je peux me permettre, hay también, Tomás, si me puedo permitir, un aspecto presente, tanto en ti quanto en la compañía Singulier, que es el aspecto político. Oui. ¿Nos puede contar un poco de cuál es ese aspecto político presente en ti? En fait, ça, je pense que ça vient de la pratique que j'ai eue quand j'étais petit, d'être dans un cirque social. C'est que il y avait une envie de donner de l'importance à tout le monde. Et les premières fois que j'ai monté le chapiteau, j'avais 6 ans. Et quand on m'a donné des cordes dans les mains du chapiteau, on m'a dit si tu lâches la corde, le chapiteau il va tomber. Donc il y a eu une importance dans ce que je faisais et de faire partie du groupe. Et pour moi, c'est hyper important quand on va voir un spectacle, quand on fait un spectacle, de dire on fait partie d'une aventure en étant dans le public, en étant sur scène, en étant dans. Il y a un côté déjà où il y a une volonté de ma part de prendre soin de la personne que j'ai en face, de prendre soin des spectateurs ou des techniciens ou de la personne qui fait le ménage.
ou de toutes les personnes qui vont être là au moment où on vient jouer. Et pour moi, c'est un côté très politique d'être dans un acte politique, aussi en réaction sur où est-ce qu'on va jouer. Est-ce qu'on va jouer que dans les théâtres ou est-ce qu'on va jouer dans la rue? Est-ce qu'on va jouer que dans des endroits qui nous accueillent ou est-ce qu'il y a des moments donnés, on va jouer aussi dans des endroits où il n'y a pas de spectacle et on n'est pas accueilli et on va faire quand même un spectacle? Pour moi, l'acte politique, il est aussi dans le comment je le fais et où est-ce que je le fais, où est-ce que je pratique, où est-ce que je joue. C'est des aspects pour moi qui sont hyper importants dans ma manière de vouloir faire des spectacles. Super, regardo, ahora que hablas de lo que son la necesidad que tú tienes, ¿no? De hacer, ¿no? Estáis siguiendo, ¿no? ¿Sí? De hacer actos políticos para poder traducirlo después también, ¿no? Tanto en materia poética, o sea, en cómo hace los espectáculos, cuanto en tomada de decisiones. A mí me llevó muchísimo la atención cuando el año pasado nos explicaste por qué digamos, la mujer de la limpieza, pero mejor dicho sería la persona de la limpieza, tiene un gran papel, tiene un cierto papel en tu démarche artística. Entonces, simplemente me gustaría preguntarle de verdad a Tomás, porque es la única persona que yo conozco que menciona la persona de limpieza como... nadie hasta ahora, de todos los artistas que yo conozco, me mencionó la persona de limpieza. ¿Por qué para ti es tan importante? Y puede darnos, Tomás, algún ejemplo concreto de qué es la persona de limpieza, en qué contexto, en un teatro, ¿por qué nombras la persona de limpieza? Moi, à chaque fois, je discute beaucoup avec les personnes qui font le ménage parce que c'est rarement des personnes qui ont l'impression que c'est important leur parole. Moi, souvent, je demande, je dis, ça se passe bien dans le théâtre? Je pose des questions juste en disant, est-ce que ça va dans le théâtre? Souvent, la personne, elle va beaucoup avoir de mal à dire que ça va pas bien. Parce que on lui a habitué à dire, bon, si tu as un travail, il faut que tu acceptes ton travail et que tu n'as pas à nous dire si c'est bien ou pas bien, il faut que tu fasses juste ton travail. Souvent, en prenant le temps de discuter, je me rends compte si la personne qui fait le ménage, elle a une place à l'intérieur de la structure ou du festival ou il y a pour moi, un truc très très important c'est rare que les personnes qui font le ménage souvent, la plupart des gens, ils me disent qu'ils ont 2 ou 3 travails et donc ils me disent, ouais, nous on travaille que le matin, l'après-midi on travaille pas et le soir on travaille pas. Donc souvent je demande, je dis, mais est-ce que vous voyez les spectacles? Ils me disent, non, on peut pas avoir les spectacles parce qu'on travaille un autre travail ou on a la famille à s'occuper ou voilà, autre chose. Mais c'est souvent des personnes avec qui je peux discuter de dire mais il y a une bonne ambiance dans le lieu ou dans le festival, est-ce que ça se passe bien? Et il y a un côté où il y a moi dans la manière d'aborder le lieu, la personne qui fait le ménage, pour moi, c'est une personne qui est très très importante dans le dialogue. À chaque fois, j'ai eu des très belles rencontres avec les personnes qui faisaient le ménage, tout le temps. Et c'est ça qui m'a aussi... Des fois, je leur ai dit, mais il faut venir voir le spectacle, il faut venir pour... Et il y en a plein qui m'ont dit, mais nous, on n'a pas le temps de venir voir les spectacles. On fait notre travail, après on part. Et j'expliquais en disant, mais est-ce que pour vous faites le ménage du théâtre comme si c'était un autre endroit? Et il y en a plein qui me disent, mais nous,
on parle pas beaucoup ni avec les artistes, ni avec les personnes qui viennent travailler dans le lieu parce qu'on n'est pas de la même classe sociale. Souvent, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, mais nous, dans ma culture, on n'a pas de spectacle. Nous, on fait la fête quand c'est des mariages, on a des traditions quand c'est les mariages ou le côté culturel, mais pas de se rassembler pour venir voir un spectacle de un tel ou un tel. Et moi, ça m'a tout le temps questionné me dire, waouh, le spectacle, il vient que pour une certaine classe sociale. Et je fais beaucoup de spectacles de rue parce que je me dis que dans la rue, ça doit toucher plus de monde que dans les théâtres. Mais bon, même dans le spectacle de rue, on touche quand même beaucoup de gens qui sont habitués à voir des spectacles. De acuerdo. Entonces, nos damos cuenta que también ese aspecto político que seguramente lleva a Tomás a privilegiar la calle, ¿no? Con respecto a las salas convencionales, es muy fuerte en su identidad artística. O sea, Tomás quiere hacer espectáculo por todos, quiere casi que la mayoría del público sean las personas de la limpieza, más que directores, programadores, etc. Y eso es un aspecto muy importante de una identidad artística. No todos lo mencionan como un aspecto fundamental. Y el hecho que Tomás después se pregunte, pero yo como artista, si sigo estando en un teatro, no voy a poder actuar por ese tipo de personas, permite a Tomás de desarrollar su identidad también a través de clases, ¿no? De circo social, trabajando en las cárceles, ¿me entendéis? Entonces también pensáis que vuestra identidad artística tal vez no se desarrolla solo en el marco de un espectáculo, pero se desarrolla en el marco de un pensamiento, de una filosofía, de una manera de ponerse con respecto al mundo. En su caso es evidente, no tanto en los espectáculos, cuanto en todo su trabajo social, que sea en el hospital psiquiátrico, que sea en la calle, lo tiene bastante claro, Tomás, cuál es, ¿no? Que el elemento político es un elemento fundante y fundamental en su identidad artística. Tomás, tal vez te digo algo que te puede hacer ilusión o que te va a motivar a venir a la Central. La Central del Circo es uno de los pocos lugares que pone en su equipo artística la persona de limpieza. Si tú entras en el website de la Central, eso te lo juro, ça m'a fait chaud au cœur quand je l'ai lu la première fois. Está escrito, ¿no? Coordinador pedagógico, dirección, administración y que de hecho no se llama persona de la limpieza, se llama responsable de limpieza, ¿ves? También responsable de la limpieza de un centro de creación no es poco, ¿no? Perdón. Y eso me hace mucha ilusión. Y quiero compartir contigo también, porque somos amigos, una anécdota. Yo encontré una vez, Tomás, una manera, pero fue muy casual, de hacer que una señora de la limpieza venga a ver el espectáculo que hicimos. Descubrimos la mañana que la señora de la limpieza era su día de cumpleaños. Entonces, por suerte, vino a buscarla su hijo con el coche. Y nos ocurrió esa idea loca de despistar un poco ella y le pedimos al hijo de buscar una manera sí o sí de llevar su madre a ver nuestro espectáculo la noche, diciéndole, te vamos a buscar 3 entradas, 4, ti, tu hijo, todo, pero insomma, convencimos al hijo de la mujer de la limpieza a decir a su madre que le iba a hacer una sorpresa por su regalo, y la sorpresa era que nosotros le ofrecemos la entrada y ella volvió al teatro la noche y nosotros compramos una tarta. Mira, me viene la piel de gallina, fue un espectáculo. Al final del espectáculo la llevamos en cena con la tarta, el kabuki. Ella, claro, era toda una sorpresa, se puso a llorar. O sea, ese tipo de personas no hay nunca que olvidar que tienen una cercanía también con nosotros, muy fuerte, tanto por el lado físico de lo que hacen, ¿no?
tienen siempre un objeto en la mano, pero Tomás es un poco así. Si yo estoy haciendo manipulación de escoba y hay una señora que ha hecho de la escoba su objeto todos los días, claro que tenemos algo en común. Y el hecho que de alguna manera estamos hablando un poco de las periferias o de las personas que infelizmente están catalogadas como periféricas, ¿no? Con respecto a otras personas que tienen cargo más importante, nos acerca también, porque no hay que olvidar que el circo nace en las periferias. Sí, nosotros estamos en la central del circo, pero su nombre efectivo tendría que ser la periferia del mundo y la central del circo, ¿no? Entonces, esto es un otro elemento que nos acerca a ellos. Tomás, entonces, empezamos a entender cuáles son los elementos, ¿no?, que te identifican como artista, pero queremos más. Vamos con el título de tu compañía, ¿sí? ¿Por qué decidiste de llamar tu compañía Singulier con AS mayúscula final? Le nom de la compagnie Singulière, singulier, être singulier, c'est être différent. En France, c'est comme ça que quand on dit quelque chose, un projet singulier, c'est un projet qui est différent de tout le reste. Et moi, j'avais vraiment une envie de faire du spectacle aussi avec une manière différente, que les gens ils se disent ah, c'est un spectacle de la compagnie Singulière, c'est une autre forme de spectacle. J'étais très attiré au Brésil par le théâtre de l'opprimé. En France, il y a le théâtre Forum. Moi, je suis moins dans le théâtre de l'opprimé, le théâtre Forum et tout, mais il y a une chose que j'aime beaucoup là-dedans sur des questions un peu des questions politiques sur voilà, qu'est-ce que c'est un spectacle, qu'est-ce qu'on fait avec un spectacle, comment on ressort d'un spectacle, est-ce qu'on a le droit de parler pendant un spectacle, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'a pas aimé à un artiste, est-ce que j'avais envie d'avoir ces questions-là tout le long, à chaque fois dans les créations qu'on monte, on a beaucoup ces questions-là de questionner, on n'a pas de, pour moi c'est quelque chose de très 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 important, c'est qu'on n'a pas de réponse, on a plus des questions. Pour moi, c'est comme ça que j'appréhende ma manière de faire, c'est que on a des questions et on a envie de poser des questions aux gens du public, mais c'est des questions que nous, on a les mêmes questions et on n'a pas forcément les réponses. Et je pense que il y a une envie à des moments donnés, même moi le premier, de vouloir faire des spectacles avec une morale, avec une envie un peu de dire oui, il faut penser un peu comme nous, alors que je crois pas qu'il faut qu'on fasse des spectacles pour dire aux gens il faut penser comme nous, il faut qu'on questionne. Questionner, pour moi, c'est plus important. Il y a plusieurs personnes, des fois, qui viennent voir notre spectacle et nous disent mais dites-nous vous les réponses que vous avez dans vos questionnements. Et moi, je leur dis, mais vous avez aussi les mêmes réponses. C'est des réponses à des questions et les réponses, elles sont multiples. Donc, à chaque fois, on met un S majuscule dans nos spectacles parce que le S, pour moi, il montre la diversité et le fait d'être tous différents. Le S, pour moi, il est multiple. C'est multiple. Il y a toujours voilà, on le voit en mode quand je faisais le spectacle où je remplaçais les autres de la compagnie, je voulais parler des autres, je voulais parler que moi à l'intérieur de moi je suis multiple aussi, je suis plusieurs personnes à des moments donnés. Je peux penser un jour comme ça et le lendemain je peux changer, j'ai le droit de changer de position, j'ai le droit de changer aussi de réflexion sur les choses. Et donc pour moi, de mettre un S majuscule, c'était vraiment le côté, on a le droit d'être multiple, chacun de nous, quoi. Hola, nosotros utilizamos mucho, Tomás, la expresión comunidad, ¿no? Al anterior de Roberto hay una comunidad de Robertos. Hay mucho Roberto. Roberto ahora, Roberto padre.
Roberto enamorado, Roberto profesor, Roberto director, Roberto futbolista, Roberto hijo, Roberto político, Roberto, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que uno de los aspectos de la identidad artística es elegir, ¿no? Algunos de estos Robertos y ponerlos en comunicación en la creación de un personaje, ¿no? Sabes que un personaje, por ejemplo, es complejo cuando tiene por lo menos dos, ¿no? Elementos que lo caracterizan, y si son contrapuestos, mejor. O sea, si eres paranoico y investigativo, mejor por tu personaje, ¿no? Y creo que el cuerpo escénico es el resultado justamente de la elección que tú haces, ¿no? De algunos Robertos. ¿Cuáles son los Tomás que tú pones en escena? O mejor dicho, Tomás, o a cada espectáculo vas y elige, elige dos, tres Tomás que quieren salir, ¿no? Ay, mira, este lado de Tomás aún no salió. Puede decirnos un poco cuáles son, ¿no? Los Tomás que eliges cuando tienes, ¿me entendéis? ¿Sí? Cuando tienes que crear un espectáculo. Gracias. Alors, nous, on est, la manière dont on travaille, on est très lent. On est vraiment très lent. Ça veut dire qu'on fait un spectacle. On fait souvent un spectacle tous les 10 ans. C'est notre manière de faire. Et quand on commence à préparer un spectacle, on met 3 ou 4 ans pour préparer un spectacle. On est très, très lent. C'est pas très bien pour notre société où on a envie de faire plus vite, on a envie de faire toujours plus. Nous, on est un peu à contre-courant, c'est qu'on n'arrive pas. On a essayé déjà d'être un peu plus rapide et ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Donc, on s'est habitué à faire un spectacle tous les 10 ans. On va pas en faire beaucoup avec la compagnie singulière parce que voilà, le temps passe vite. Souvent, il y a une envie de. On part pas d'une idée, on écrit au plateau, on écrit notre manière de fonctionner avec. Au départ, une petite équipe. Donc, je travaillais avec un metteur en scène qui s'appelle Christian Coumin, qui travaille au Lido. Voilà, c'est le même metteur en scène pour l'instant dans tous les spectacles de la compagnie. Et Christian, il est là dès le départ, dès le début. Et souvent, on va être au départ dans un. On essaye d'exprimer toutes les choses qu'on vit pas très bien. Toutes les choses. Je vais prendre l'exemple du dernier spectacle, Amalgame. On a commencé à se réunir. C'était en 2009 2019 qu'on s'est réunis. Et en France, il y avait la mobilisation des Gilets jaunes qui commençait à se mettre en place. Au début, la situation des Gilets jaunes, elle a commencé avec la montée de l'essence, la montée du prix de l'essence. Et nous, on s'est réunis, une petite équipe, on était en résidence et il y avait des gens qui disaient non, mais il faut aller sur les ronds-points, rejoindre les Gilets jaunes pour manifester. Il y en a d'autres dans l'équipe qui disaient non, il faut faire notre spectacle. Il aura aussi une portée aussi intéressante que manifester. Voilà, c'est notre manière de dire les choses en faisant des spectacles. Et on s'est retrouvés, nous, dans un dilemme de dire est-ce qu'on fait pas les résidences et on va manifester, ou est-ce qu'on va rester dans la salle pour réfléchir à un spectacle et on va pas manifester. Et très vite, on a dit bon, on va créer des petites scènes de spectacle, on va pouvoir aller jouer sur les ronds-points des Gilets jaunes. Donc, ça a posé des questions sur le matériel. C'est-à-dire qu'au départ, on avait imaginé qu'il y ait du fil et de l'aérien au début.
Et en fait, on s'est dit, oh là là, ça va être compliqué. Donc, on a commencé à travailler avec des barrières de sécurité. Il y avait de plus en plus de barrières de sécurité à Toulouse, dans la ville de Toulouse, pour les manifestations. C'était tous les samedis. Et on a commencé à travailler avec les barrières pour se dire, parce qu'on savait qu'il allait y avoir des barrières de partout dans la ville. Et donc, on a commencé à travailler avec ces barrières. Et on a commencé à se dire, bon, bah, tous les samedis, on va jouer dans la ville en soutien au mouvement de grève des Gilets jaunes. Bon, ça n'a pas été facile, mais ça a démarré un peu comme ça, de prendre les choses en se disant qu'est-ce qui est important et comment on les fait. Donc, on s'est retrouvé nous, dans un dilemme intérieur de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on va jouer, comment on va… Le public, c'était pas un public qui venait voir un spectacle, c'était un public plutôt de gens qui étaient pas contents et qui manifestaient. Et donc, on faisait des installations avec les barrières, où on marchait sur les barrières avec des installations mais ça n'a pas été tout le temps très facile à faire. Et après, la suite de la création, on s'est retrouvés, nous, avec le Covid, où le Covid, on avait, bon, comme en Espagne, j'imagine, comme dans plein de pays et tout, c'est qu'il y a eu les confinements, et on s'est posé la question en disant, waouh, ce qu'on fait, nous, le spectacle vivant, l'idée, c'est de réunir des gens. Et maintenant, il y a une question que les gens, ils peuvent plus se réunir pour vivre un moment ensemble. Donc, il y a eu énormément d'initiatives de faire des scènes en vidéo, beaucoup de scènes en vidéo pour que les gens puissent, voir des spectacles en vidéo, Et nous, on n'a pas voulu, on a dit, mais non, nous, on fait pas du cinéma, on fait du spectacle vivant. On n'a pas voulu faire de vidéo. Ça a été compliqué parce que à l'intérieur de la compagnie, c'était pas facile. Il y a des gens qui voulaient faire des vidéos, d'autres non. Donc, c'est beaucoup de dialogue à l'intérieur mais ça a été la grosse question de se dire comment on agit et comment on réagit, comment on est en action et comment on est en réaction. Comment on fait d'être aussi en réaction sur les choses, d'être aussi en réagir sur les choses, et de pas forcément tout le temps se dire « Ouh là là, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une solution ». Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur les réseaux sociaux, on n'arrive pas du tout à se mettre dans l'actualité du spectacle aujourd'hui qui montre beaucoup en vidéo. On a très peu de vidéos et c'est une réaction de se dire ben voilà, on n'est pas fort là-dedans, donc on va pas faire de vidéos. Et pour nous, c'est aussi une question voilà, avec ce qui s'est passé aussi, ça a été des premières questions avec ce qui s'est passé au Bataclan en France, avec des actes terroristes pendant des concerts, de se dire il faut qu'on arrive à aller au-delà de ça, de trouver des ficelles pour… Donc nous on est reparti à faire des spectacles chez les gens. C'est comme ça qu'on est reparti à faire des spectacles dans les lieux privés et de faire des spectacles dans des jardins, des gens, dans des lieux privés où on avait le droit de faire des spectacles. Bon, ça a été notre manière de faire. Sì, si traduce a cada spettacolo in una forma di spettacolo distinta. Sì, lo entendimos esto. Oui, il y a un côté, on appelle ça de cirque de circonstances. Cirque de circonstances pour dire, par rapport à la circonstance, cirque de circonstances, où selon la circonstance où on se trouve, ou qu'est-ce qu'on vit les uns avec les autres, il faut qu'on retrouve, nous,
de trouver la circonstance qui correspond à ce qu'on est en train de vivre. Perfecto, Tomás. Perdón, porque la traducción lo he hecho mal. Circo de circunstancias. C'est ça. ¿Sí? No, no está bien traducido. Lo que está creando Tomás es una palabra para definir su identidad, circo de circunstancias, o sea, la capacidad que tenemos de reaccionar a las circunstancias que nos pasan, ¿sí? ¿En cuestión? Sí, como tenemos una participante francesa, un participante française qui pose Oui. une question assez ponctuelle. Elle demande, mais comment tu peux faire un cercle de circonstances si tu mets 3-4 ans pour faire un spectacle? Et les circonstances ont changé. Souvent, nous, on est en réaction plus tard que quand c'est arrivé. Ça veut dire que nous, on parle encore du Covid maintenant dans nos spectacles, alors que les gens, pour eux, le Covid, c'était déjà c'est très vieux. Mais nous, on a l'impression que on est tous marqués, même les enfants, même les personnes âgées, on est tous marqués par ce qui nous est arrivé il y a 3-4 ans. Et la circonstance, c'est pas forcément que au moment où on vit ce qu'on vit, ça peut être aussi dans un rapport au temps un peu plus. Nous, on est tout le temps en retard. Ok, perfecto. Pero, otra pregunta. No, no es una pregunta, es una duda. Tomás, quería preguntarte una cosa. ¿Podrías de alguna Pardon, forma... sí. L'autre côté. Ouais, merci. Merci. ¿Podrías decirnos de alguna manera también sintética, cómo quieres, Tomás? ¿Cuál es el papel del circo, okay, en el autor o creador? Claro, tú eres el intérprete, el creador, con Cristian Cumá, evidentemente, y el resto de tu compañía. ¿Cuál es el papel del circo? ¿No? Si el circo tiene siempre el mismo lugar o papel en tu estilo, en tu lenguaje, o si a cada espectáculo también refresca, renova o te cuestiona sobre cuál es en este espectáculo el papel del circo para mí. Moi, souvent, je dis que je suis artiste de cirque. C'est comme ça que je dis, artiste de cirque. Pour l'instant, je fais encore les spectacles. Je suis encore dans les spectacles que je monte. Le cirque, moi, à l'intérieur de moi, il y a toujours du cirque. On est souvent questionné énormément avec la compagnie parce que beaucoup de gens disent mais il n'y a pas beaucoup de cirque dans ce que vous faites. Mais nous, l'esprit cirque, c'est comme ça que je caractérise la compagnie singulière, c'est que l'esprit cirque, il est très présent. Ça veut dire que même dans le travail de l'humour et dans le clown et dans le travail de mélanger des styles, j'arriverai pas à dire que je fais du théâtre, j'arriverai pas à dire que je fais la danse, j'arriverai pas à dire que... Et du cirque, pour moi, c'est il y a un côté naturel, parce que je crois que j'ai démarré par le cirque petit, donc il y a quelque chose où il y a toujours plein de liens avec le cirque. Après, les programmatrices et les programmateurs, ils me disent que souvent, ils veulent plus de cirque. On fait des spectacles qui n'y a pas beaucoup de cirque. Mais souvent, je leur dis, mais est-ce que c'est grave qu'il n'y a pas beaucoup de cirque? Ils aimeraient bien qu'il y ait plus de cirque. Pardon, mais dans Soliloque, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup aussi de textes, beaucoup. Et même beaucoup de cirque, à mon avis, beaucoup de disciplines, beaucoup d'artistes. À mon avis, la compagnie avec Soliloque affirme, non, un certain type de cirque. Non? Après, je n'ai pas vu les autres spectacles, mais... Dans l'aparté, je peux vous raconter juste aparté, par exemple, c'était que moi, j'aime beaucoup la danse hip-hop. Et les danseurs hip-hop, pour eux, c'était très, très important
d'affirmer leur style de danse hip-hop. Pour eux, c'était hyper important de dire non, mais nous, on veut que la danse hip-hop, elle soit au centre de notre pratique. Donc, moi, je leur ai dit, bon, ben, on a voulu proposer un spectacle de cirque contemporain, avec de la vidéo, avec une écriture assez contemporaine. Et le vidéoprojecteur, il marche plus, il a une panne. On a une panne de vidéoprojecteur. Et donc, j'explique au public qu'on ne peut pas continuer le spectacle parce que le spectacle, il est écrit avec la vidéo et qu'ils vont rien comprendre. Et voilà, c'est un spectacle contemporain. Et les danseurs hip-hop, eux, ils sont dans le public. Et les danseurs hip-hop, ils disent non, mais faut continuer, faut pas être prisonnier de la technique, faut pas arrêter. C'est du spectacle vivant, donc faut pas arrêter parce que. Et moi, je leur dis non, mais nous, on fait du cirque avec une écriture et on peut pas continuer notre spectacle si. Et eux, dans le public, ils disent mais nous, on veut bien faire de la danse hip-hop et pour nous, la danse hip-hop, c'est authentique sur le moment. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas besoin de vidéo, il n'y a pas besoin de. Et donc les danseurs hip-hop, ils viennent sur scène et ils viennent faire une petite performance de danse hip-hop. Et nous, on dit qu'on répare le vidéoprojecteur, mais sauf qu'après, les danseurs hip-hop, ils veulent plus repartir de la scène. Ils veulent rester sur scène. Et notre spectacle est basé sur la rencontre entre deux mondes complètement différents, entre les circassiens qui vont faire un spectacle contemporain avec la danse hip-hop et on parle du conflit de à qui appartient un public qui est venu voir un spectacle, à qui appartient le public, à qui appartient la scène, à qui appartient un moment où on questionne le public en disant est-ce que vous voulez voir de la danse hip-hop, est-ce que vous voulez voir du cirque, on pose des questions beaucoup au public sur pourquoi il est venu voir un spectacle, est-ce qu'il est venu parce qu'il avait envie de voir quelque chose de joli ou il voulait venir voir quelque chose de différent, est-ce qu'il voulait. Donc, on est dans une construction collaborative entre le public, les danseurs hip-hop et les gens du cirque sur un moment de spectacle ensemble. Et donc, ça, c'est. Tu parlais du deuxième spectacle que tu as fait, non? Que vous avez fait. Si. T'as pas fait un spectacle en vélo aussi? Si, on a fait un spectacle aussi en vélo. Ouais. On est parti de Toulouse. Moi, c'est suite à un accident où j'ai eu un accident de fil à grande hauteur et je me suis cassé le col du fémur. Il fallait que je fasse du vélo pour rééduquer le col du fémur. Et j'étais en train de déprimer, de faire du vélo d'appartement, là, une séance de kiné. Et j'ai dit, oh là là, j'ai préparé mon sac le soir en me disant, bon, ben, je vais partir avec du matériel de cirque, faire du vélo pour ma rééducation. Et Hélène, elle est venue avec moi. On a fait un petit spectacle qu'on a monté. On a fait Toulouse, Bamako à vélo. Ouais, c'est Mali. Au Mali, c'est ça. On a fait 4 mois de vélo. 4 mois. 4, pardon? 4 mois. 4 mois. Ah. O sea, habéis entendido. Le dice el doctor después de que se acaba de hacer una caída del filo de grande altura y le dice te ha roto, creo, la cabeza del fémur. Y le dice, bueno, la única es que tiene que hacer bicicleta. Entonces, él se aburre a hacer bicicleta al fisioterapista, terapeuta o en casa. Y una noche dice, bueno, me voy de bici, voy a hacer espectáculos en bicicleta. Prepara su mochila, su compañera le dice, bueno, yo te acompaño. Y se fueron en África, en Bamako, en Mali.
4 meses de bicicleta haciendo espectáculo. O sea, todo eso hace parte de la autenticidad. Todo eso habla muchísimo, ¿no? De quién tenemos enfrente a la pantalla. Toma una cifra. ¿Cuántos soliloquios has hecho? Alors, moi, c'est plus pour mon moral. Pour mon moral, c'est que je compte pas le nombre de spectacles que je fais, mais je pense qu'on est plus qu'à 1000 représentations de soliloque. Ok, estamos hablando con alguien que su primer espectáculo lo ha hecho 1000 veces. ¿Cuántos años que estás girando con tu primer espectáculo? Je pense que ça fait 22 ans que je fais soliloque. 22 años que está haciendo el mismo espectáculo. O sea, para entender quién tenemos, ¿no? Aquí delante. Y toma, mira, estando un poco, ahora creo que es importante un poco para hacer un enlace con lo que dijiste el año pasado y que nos tocó mucho, y creo que está bien que ellos también nos escuchen. Toma, ahora se llama Circus Next, ¿ok? Sabéis qué es Circus Next, ¿no? Es esa plataforma que apoya los autores y las de authors en inglés se dice, no hay diferencia entre masculino y femenino, emergence author, los autores, las autrices emergentes en el circo contemporáneo en toda Europa. En realidad, cuando se creó, y se creó en Francia, se llamaba Jeune Talent Cirque, ¿sí? Joven talentos de circo, ¿sí? Y funcionaba de la misma manera, ¿sí? Solo que era principalmente por compañías francesas, ¿sí? Entonces daban, apoyaban, seleccionaban, no me acuerdo cuántos, ¿no? 5, 6, 10 espectáculos emergentes al año, y claramente el sistema, el método era lo mismo. Tenía que hacer una application form, ¿no? ¿Cómo se dice? Una aplicación, un formulario, como ahora, ¿no? Temas, objeto, currículum, CV, taratín, tarada. Toma dime si digo cosas que no son de verdad. Toma con su primer espectáculo, entonces con Soliloque, es laureado Jeune Talent Cirque, o sea, gana, ¿sí? Jeune Talent Cirque. Toma, ¿podrías decirnos cómo llegaste? Porque parece un poco raro, ¿no? Ahora que te conocemos más, no te veo en Circus Next, tampoco te veo en Jeune Talent Cirque, tampoco te veo delante de un ordenador buscando en Wikipedia temáticas. ¿Puedes contarnos un poco cómo llegaste a Circus Next, ¿sí? O a Jeune Talent Cirque, y cómo escribiste tu dossier? A ver si pillamos un poco de coherencia, ¿no? En todo eso. Ouais, complètement. Je peux vous raconter. Alors, je faisais partie d'une compagnie en France qui s'appelait les Colporteurs. C'est une compagnie de fil. Et à ce moment-là, on avait une grosse tournée et tout ça. Moi, il y avait un côté où on jouait, ça se passait bien et tout, mais on jouait devant beaucoup de public qui venait voir vraiment, voilà, un spectacle de cirque. Moi, je trouvais moins de sens à ce spectacle, et j'avais un doublon. On était 2 sur le même rôle. Donc, j'ai eu une possibilité d'aller travailler avec un cirque en Guinée qui s'appelle Circus Baobab. Et donc, j'ai demandé si c'était possible de me faire remplacer pour aller travailler avec Circus Baobab. Donc, je suis allé travailler pendant 3 mois à Conakry, en Guinée, Conakry. Et quand je suis parti au Lido, ils m'ont dit, est-ce que tu veux pas remplir un dossier pour Jeune Talent Cirque? Parce que c'était le concours qui était important en France. Moi, je leur ai dit non, moi je pars travailler avec Circus Baobab. Je viens de faire une belle tournée avec les colporteurs. J'ai plus trop envie de faire des grosses tournées. Et
Et le Lido, ils m'ont dit non, c'est important, voilà aussi pour les élèves du Lido, de montrer un peu le travail, tout ça. J'avais déjà commencé à faire Soliloque, où ils voulaient que je présente Soliloque à Jeunes Talents Cirque. Je suis parti en Guinée et quand j'étais là-bas, ils m'ont envoyé un mail pour me dire t'as juste à remplir un dossier et après il y a les sélections voilà plus tard. Moi j'avais pas du tout envie de faire ça et j'ai lu le dossier et le dossier était très assez scolaire, la manière de présenter le dossier. Ça veut dire que il y avait des questions, beaucoup de questions sur nos besoins, sur notre relation avec le public, notre démarche artistique, sur un dossier un peu comme on a l'habitude de le faire. Et moi, il y a un soir où j'ai écrit complètement différemment que ce qu'on est habitué à entendre. J'ai mis beaucoup de mes besoins. J'ai dit la santé dans mes besoins. J'ai dit la santé parce que je savais que c'était pas Jeunes Talents Cirque qui pouvait me donner la santé. J'ai répondu beaucoup de choses complètement de travers et avec une manière d'être plus dans un côté, c'est même pas poétique, c'est plus décalé, très décalé sur une manière de faire. Et moi, j'ai renvoyé ça au Lido en pensant que c'était plus un clin d'œil au Lido pour m'amuser avec le Lido, pour voilà, leur dire que je voulais pas présenter. Et le Lido, ils l'ont envoyé à Jeunes Talents Cirque. Et 2 mois après, j'étais encore en Guinée où ils m'ont dit, en fait, t'es pris à l'audition pour Jeunes Talents Cirque, ton dossier, il est passé. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. C'est impossible avec le dossier. J'ai cru que le Lido, ils avaient fait un autre dossier pour moi. Et en fait, le Lido, ils ont envoyé le même dossier où c'était un côté vraiment voilà, très, très différent. Et je me suis retrouvé à faire l'audition de Jeunes Talents Cirque. On était beaucoup de compagnies. Il y avait 6 auditions en tout. Moi, je suis allé en stop à l'audition. Je me suis retrouvé j'arrivais tout juste de Guinée, Conakry. Et quand je suis arrivé, il y avait des grosses manifestations en France où j'ai expliqué sur scène que la compagnie, ils étaient en train de faire la manifestation à Toulouse, qu'ils m'ont dit à moi de venir représenter la compagnie pour l'audition, mais que moi, je suis pas jeune, je suis pas talentueux, moi, je fais pas beaucoup de cirque. Et donc, j'ai dit, moi, je vais pas pouvoir faire un Jeune Talent Cirque. Et j'ai monté un fil. On avait 20 minutes, mais j'ai monté un fil en discutant avec le public et j'ai mis au moins, je pense, 15 minutes à monter mon fil. Et après, j'ai démonté mon fil en 5 minutes parce qu'il me restait que 5 minutes et donc j'ai même pas marché sur le fil. J'ai pas fait de fil du tout. Et c'est comme ça que je suis devenu lauréat de Jeunes Talents Cirque. Moi, j'ai pas compris. Même aujourd'hui encore, j'ai pas compris pourquoi ils m'ont pris. C'était très concept assez provocateur quand même sur une manière de fonctionner avec le concours. D'accord. Et c'est toujours une belle histoire. D'ailleurs, je découvre es siempre una historia súper interesante y cada vez descubro lados distintos de esta historia. Creo que si te llamamos el próximo año, voy a descubrir otros aspectos de la misma historia y podremos escribir un capítulo sobre cómo Thomas Bodinier participó a Circus Next.
Et écoute, pour terminer, donc, alors, podemos imaginar un Tomás, como lo estamos descubriendo, que escribe un dossier, ¿sí? Seguramente puedo ya garantizarlo, no será un dossier, lo habéis entendido, ¿no? Lo que hizo por Circus Next o Jean Talonsier. Entonces, seguramente no escribe Tomás un dossier como los demás. O sea que ya a la lectura del dossier de Tomás entiendo los elementos de su identidad artística, de su estilo, digo, wow, está chiflete. No sé si entendéis la palabra chiflete, ¿no? Guay, porque lo que busco en el circo son personas chifletes. Todo excepto que lo ordinario. Pero también hay un otro aspecto, Tomás, que creo que es importante ponerlo aquí en esta mesa, que no es solo el dossier escrito, hay también un cierto tipo de relación, ¿no? Con programadores, posibles coproductores de tu espectáculo. Entonces, hay una parte escrita que no sé tú, en los 3 espectáculos que has hecho, podrías también decirnos qué tipo de dossier has hecho, ¿no? Uno por Soliloq, uno por Amalgam y uno por, ves que no me acuerdo el nombre del segundo espectáculo, por... Aparte, sí. Entonces, nos gustaría saber qué tipo de dossier has hecho por cada espectáculo. Y segundo, cuando tú tienes que reunirte con programadores, coproductores, ¿cómo te relacionas con ellos? ¿No? Me acuerdo un anécdota que nos contaste el año pasado y que no voy a desvelar, por su caso, si lo quieres contar otra vez, pero este anécdota nos hizo mucho pensar, ¿sí? Sobre cómo nosotros nos relacionamos a ese mundo que ayer justamente Antonia puso como, sí, es muy importante cómo nos relacionamos, ¿te acuerdas? No mandar, Antonia ayer, ¿no? Nos decía, no mandar un WhatsApp, cuando escribéis un mail, todo bien hecho, ¿Tú cómo te relacionas con directores de festivales, programadores, pre-achat, etcétera? Con anécdotas, si puedes. Les dossiers, moi j'ai un rapport au dossier qui est particulier parce que au départ, j'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout écrire. Donc c'est particulier parce que comme j'aime pas écrire, je prends pas plaisir à écrire mes spectacles. Ils sont venus sur scène, mais donc faire un dossier pour moi c'est pas facile. Et je sens que dans la manière de faire des spectacles actuellement, les dossiers sont très importants parce que y a une façon de faire où si les personnes, programmateurs, programmatrices, voient le spectacle, s'ils ont coproduit le spectacle au début et tout, il aura plus de chances à être vu, il aura plus de chances à trouver une place s'il y a déjà la production, que si ton spectacle, tu le crées de ton côté, et après, c'est plus difficile de rentrer dans le milieu artistique si le spectacle a été créé ailleurs. Et moi, le dossier que j'ai fait plusieurs dossiers, j'en ai fait 3. Il y a eu le dossier, je l'appelle le dossier blabla. C'est quand on a créé Aparté, ou le dossier blabla, je discutais avec, on a un chargé de diffusion qui m'aide pour la production, et lui m'a dit, il faut que toi tu arrives à écrire. Il m'a dit vraiment que c'était hyper important que ce soit moi qui écrive, et il m'a fait un dossier où il a écrit tout, voilà, l'historique du projet, la note d'intention, et il m'a mis blablabla, il a écrit blablabla pour que je remplisse moi tout ce que je devais mettre dedans. Donc je pourrais vous l'envoyer si ça vous intéresse, je pourrais envoyer à Roberto le dossier. C'est que c'était avec une trame, une organisation pour le dossier, et à l'intérieur, moi, il fallait que je remplace, à chaque fois que c'est écrit blablabla, je le remplace. Et ça, c'était une présentation à Circa pour le spectacle Aparté.
Et tous les jours, il m'appelait en me disant, est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu as écrit? Je lui disais, oui, oui, je suis en train d'écrire, je suis en train d'écrire. Moi, j'écrivais pas. Et 3 jours avant Circa, il m'a dit, mais tu as écrit le dossier pour la présentation de projet? Moi, je dis, oui, 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 t'inquiète pas, j'ai écrit. J'avais pas écrit du tout. Et donc, je suis resté avec le dossier blabla. Et quand je suis arrivé à Circa, j'ai laissé le dossier blabla de cette manière où c'était écrit avec... et j'ai dit aux programmateurs et programmatrices, j'ai dit, voilà, c'est le dossier du spectacle et c'était écrit que blabla, 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 blabla dedans. À la suite de ça, il y a des gens qui m'ont dit, c'est rigolo, c'est une blague, mais ils m'ont dit, on a besoin de plus pour te soutenir. Donc j'ai fait, c'était les CD, c'était les DVD à l'époque, mais c'était des DVD où on montrait un peu des images et j'ai distribué des DVD où c'était avec un autocollant où c'était écrit la compagnie singulière, aparté, tout ça. Et le DVD était vierge. Il n'y avait rien dessus. J'ai distribué ça à tous les programmateurs et programmatrices. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit non, il marche pas, il n'y a rien dedans. Et donc, j'aurais renvoyé un deuxième DVD où il n'y avait rien dedans, c'était toujours vierge. Et pour moi, c'était l'importance de dire, mais en fait, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il va y avoir dans le spectacle. Il faut nous faire confiance. C'est une confiance qu'il faut nous donner pour l'instant, on se pose des questions, on ne sait pas encore et tout. Et donc, pour l'instant, on est dans quelque chose de vierge au niveau de, on ne sait pas. Et ça a été notre manière, nous, de faire. Alors, ça n'a pas très bien marché. On n'a pas eu beaucoup de programmateurs et programmatrices qui nous ont fait confiance. Mais moi, j'avais envie de leur dire, voilà, ce que. Et la dernière chose qu'on a faite pour Amalgame, où ça a été un peu compliqué, c'est que, bon, en fait, on a réuni plusieurs partenaires, programmateurs, programmatrices, pour une réunion où on allait leur dire un peu où on en était, nous, de Amalgame, et pour leur dire un peu nos idées, tout ça. Et nous, on n'est pas allé à la réunion, on les a laissés entre eux et entre elles pour qu'ils discutent, eux, de ce qu'ils avaient envie, mais que nous, on n'est pas allé à la réunion parce que on part du principe que souvent, c'est aussi un moment entre eux où ils veulent tous, s'il y en a un qui va nous aider, les autres, ils vont nous aider, tout ça. Et donc, il y a d'autres enjeux qui ne nous appartiennent pas à nous. Et donc, moi, il y avait une envie aussi de leur dire, mais à des moments donnés, on doit jouer le jeu que vous nous proposez, vous, mais il faut accepter aussi que nous, à des moments donnés, on va vous faire vivre des jeux, que ce n'est pas vous qui avez toutes les règles du jeu dans vos mains. Merci beaucoup, Tomás. Está claro, ¿no? No lo habéis entendido. Bueno, Tomás, lo voy a explicar un poco, así que te hace una pequeña pausa de 1 minuto, ¿no? Entonces, claro, él nos explicó antes cómo escribió el dossier de su primer espectáculo. Eso lo habéis entendido, ¿no? Estaba en Guinea, le dice, él escribe todas las cosas que no tienen nada que ver con las preguntas del dossier, lo manda y pasa y gana con esto, ¿sí? Entonces, eso por el primer espectáculo. Por el segundo espectáculo, aparte, la persona que se ocupa de la difusión de Tomás le dice, bueno, Tomás, acuérdate que de aquí a poco tendrás que presentar tu dossier al Festival de Circa en Auch, ¿sí? Y le dice, mira, que tiene que respetar un poco un orden, ¿no? Temas, objeto, nota de intención, de qué va el espectáculo, etcétera, etcétera. Y entonces le prepara ese esquema y le escribe bla, 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 ¿no? Diciéndole, ahora tú, toma tu tiempo, saca el bla, bla y pone tus palabras. Y cada vez lo llama, cada día. Entonces, Tomás, ¿has escrito? Tomás, sí, 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 y no había escrito nada. Tomás, ¿has escrito? Sí, 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 no había escrito nada. 2 días antes de ir a Osa a presentar su nuevo espectáculo,
Aparte, la persona lo llama otra vez, entonces toma todo listo para, sí, todo listo, todo escrito, no escribió nada. Entonces imprimió no sé cuántos, imagino 20, 30 dossier con tema bla, 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 o sea, guardó el bla, 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 y de hecho se llama el dossier bla, bla, bla de Thomas Bodinier. ¿Sí? Y los programadores cogieron ese programa y alguno de los programadores comentó, muy divertido, Tomás, muy interesante, muy guay tu, ¿no? Si puede utilizar esa palabra, toma irreverencia, ¿no? Con respecto a las instituciones, a lo que hay que hacer, guay. Pero como tenemos que saber un poco lo que vamos a apoyar, ¿no? Mándanos un poco de información. Y toma, sí, no hay problema, los mando. Y como era la época de los DVDs, ¿no? ¿Qué hizo? Compró muchos DVD vacíos y le puso una etiqueta con el nombre de la compañía, Singuliers, imagino una imagen, ¿no? Y envió los DVD. Claramente, programadores, directora, ponen el DVD y no hay nada, porque no había nada en el DVD. Entonces lo vuelven a llamar, pero señor Tomás, gracias por el DVD, pero no hay nada. De él, ¿cómo no hay nada? Y envía otro, y en el otro, insomma, envió todo CD sin nada. Cada vez enviaba DVD sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Dice, obviamente esto puede ser que no haya atraído muchos coproducción, programadores, etcétera, etcétera, pero sí o sí entró en su identidad artística, afirmó su inmensa libertad con respecto a un sistema, ¿sí? Y por el tercer espectáculo, Amalgama, lo hace aún más fuerte, entonces convoca una reunión con las personas que tenían que apoyar su espectáculo, ¿sí? Entonces imagináis como hay la central del circo, el mercado de las flores, l'Antic Theatre, a las 3, ¿sí? Vienen a las 3, lo único que falta es Tomás. Tomás no va a la reunión y no se presenta a la reunión. Claro, con Tomás imagino consecuencias. Puede ser que alguien de los que estaban en la reunión al final han dicho, perdón la expresión, a tomar por culo, no lo ayudo más esto chico, mira que lo que nos has hecho hacer. Pero claro, ahí tenía también un statement, una idea muy clara debajo. Dice, pero yo estoy harto que siempre vosotros determináis las reglas del juego. Esta vez juego yo con vosotros. Y lo hice de esta manera, tomando todos los riesgos posibles e imaginables. Entonces, esto para mí es importante de ver cómo se ¿se puede decir? Se refleja una identidad artística, ¿no? O un estilo, una personalidad, si queréis llamarla así, no solamente en la propuesta escénica, pero también en cómo me relaciono con la sociedad, con, digamos, una palabra que para mí es horrible, pero con el sector, con X personas del sector, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, la pregunta que yo tengo que hacer a Tomás, moi j'ai une question que j'ai à faire. Pero tú, Tomás, ¿de verdad aconseja a un artista emergente que nadie conoce, que es a su primera obra, de hacer un dossier bla bla o de mandarse de vacíos? Moi, je trouve il faut arriver à s'amuser. Pour moi, c'est important d'arriver à s'amuser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose où souvent, j'utilise beaucoup j'essaye de me le dire souvent, d'être caméléon. Ça veut dire de rester moi-même, mais de prendre la couleur, de trouver la couleur qui correspond aussi à... Et moi, souvent, il y a plein d'endroits où j'arrive pas à trouver la couleur. J'arrive pas à trouver la couleur de... Quand je me retrouve devant un programmateur ou une programmatrice qui attend de moi quelque chose que je pourrais pas me permettre, il faut que je m'amuse. Il y a quelque chose où il faut que je m'amuse. Et je crois que surtout avec le cirque, où il est arrivé aujourd'hui dans des espaces aussi, des espaces qui sont très importants au niveau au niveau de la culture des gros lieux. Circus Next, c'est quand même un événement qui est très important, d'arriver à
aussi amener l'humour et d'amener le côté dérision, d'amener le côté un peu de rester à notre place. Moi, je sais que cette envie que j'ai de des fois questionner, c'est de pouvoir rester aussi à ma place où, à la base, je mets les pieds dans un endroit que je connais pas forcément, j'ai pas forcément les mots qui vont avec ce que je fais. Donc pour moi, c'est arriver à s'amuser. Il y a quelque chose où de garder aussi une autodérision, un côté où il y a beaucoup de gens des fois qui me disent mais toi t'es un farceur, et je dis mais j'utilise la farce, c'est pas pour c'est aussi pour me protéger moi-même d'un milieu, d'un système, des fois on nous attend à un endroit, et moi je sais que j'aime bien être aussi dans le côté libre. Ce que tu as dit, Roberto, et tout, de garder une grande liberté, pour moi, c'est hyper important. Partout où je suis, partout où je vais et tout, c'est important. Je sais que je suis piégé à plein d'endroits. Il y a beaucoup d'endroits où je suis piégé. J'ai plus cette liberté-là, mais de garder cette liberté quand même au niveau de la scène, au niveau du dossier, au niveau de la production, au niveau de la diffusion, de garder une... Souvent, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais il faut que tu arrives à aller rencontrer ce diffuseur pour aller où tu vas. Je dis, ben, si je le rencontre pas, je vais peut-être pas aller à l'endroit où, mais je vais trouver un autre chemin. Un peu comme dans le cerveau où on se crée des chemins à l'intérieur du cerveau, et on peut créer des canaux, un maximum de canaux pour aller vers... pour moi, j'ai envie de m'amuser comme ça dans la vie aussi, de créer des canaux, même s'ils n'existent pas, de pouvoir en créer un maximum pour aller où on a envie d'aller. Tomás, chaque fois, cada vez es una lección más de vida y de arte. Y no paro escuchándote, y vamos a acabar, Tomás, que estamos, tú estás conectado desde casi 2 horas, y vamos a ver, ahora si tenéis preguntas, ¿sí? Podéis preparar, si tenéis preguntas, es el momento de hacer preguntas para Tomás. Pero lo que quería decirte, Tomás, es que una vez leí en un libro de un autor italiano que se llama Alessandro Barrico, no sé si lo conoces, que escribió la novela Novecento, etcétera, etcétera. Y Barrico, en un libro que es un libro que junta, él escribía un artículo cada domingo en un periódico italiano llamado La Repubblica, ¿sí? Se llama el libro La invasión de los bárbaros. Explica en 2 palabras la diferencia entre el cinema de Hollywood y el cinema italiano de Fellini, de etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, el cinema de Hollywood es como tomar un TGV, el cinema italiano es como ir en bicicleta. Evidentemente puedes imaginar con respecto a cuando vas en bicicleta, huele el perfume del viento, sientes el viento en tu piel, hueles el perfume de las flores, la lluvia la percibe, puedes mirar mucho más, escucha las voces, todas cosas que cuando tú coges un TGV, ¿no? En TGV es un tren veloz, ¿no? O un avión, no puedes. Y esa era la diferencia que hacía ese autor entre las películas de Hollywood y las películas, por ejemplo, del neorealismo italiano, ¿no? Mi sensación, Tomás, es que tú eres más un artista que va de bicicleta que de avión o de TGV. Mejor dicho, como ayer se habló del Google Map, si Google Map te ofrece la posibilidad de ir del punto A al punto B de avión, de tren, de coche o de bicicleta o a pie, tengo la sensación que tú elegirías o a pie o en bicicleta. Porque es solo así que tu libertad se rellena de sentidos, de motivaciones, de elementos característicos. Y esto creo que es algo que a veces nosotros olvidamos, ¿no? Entramos muchas veces en Google Maps para buscar un avión
un TGV, es difícil para nosotros aceptar en 2025 la bicicleta o andar a pie. La bicicleta o andar a pie significa básicamente, tengo un tema en la cabeza, no voy con el ordenador o no haciendo el móvil para buscar, haciendo mi cabeza o mi corazón o mi experiencia de vida. No sé si me explico. Lo que nos va a costar siempre más a nosotras, y hablo, Tomás, son jóvenes, la mayoría de ellos son muy jóvenes, ¿no? Entonces, sé que estoy hablando también a una generación donde siempre más objetos como bicicletas, tiempos largos, andar a pie, tomar el tiempo, pensar en sí mismo, buscar su libertad, definiendo cuáles son las cosas que te gustan, no te gustan, etcétera, 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 no es tan evidente como tal vez podía ser en nuestra época, ¿no? Años 90, etcétera, etcétera, donde había un perfume, ¿no? De libertad, de renuevo, sobre todo había un perfume, Tomás, de singularidad. Me gusta que has guardado esa palabra singulier, porque yo recuerdo, por ejemplo, que una de las características, también como Rital Brocante, ¿no? De las compañías de la región de Toulouse, es que en la región de Toulouse, en su época, ahora mucho más, pero en su época, Tomás, me decían siempre, ahí había 150 compañías de circo y 150 estilos distintos. O sea, había muy poca copia, ¿sí? Entre una compañía y la otra. O sea, pur siendo todos amigos, pur saliendo muchos de la misma escuela, ¿me entendéis? Pur haciendo el mismo trabajo, pur compartiendo la misma disciplina de circo, la característica era que cada uno buscaba en su época su libertad, su individualidad, su identidad artística, su lenguaje propio. Y es justamente esto que un poco se está perdiendo hoy en día, ¿no? La búsqueda constante de su identidad. Y es por eso, Tomás, que yo personalmente te agradezco, porque cada vez que te escucho, me acuerdo también de cuánto es importante no coger un avión. No, imagino que tú has cogido muchos aviones en tu vida, pero también estoy hablando con alguien. ¿Cuántos? Sí, has cogido muchos. Claro, para ir a Brasil no has podido ir en Brasil, ¿no? De bicicleta, pero ya el hecho de pensar esta noche, que tú una noche has dicho, no voy a hacer bicicleta en mi casa, pero voy a hacer bicicleta afuera, cogiste una mochila y te fuiste en Mali, en África, así ya me habla muchísimo. Y es, digamos, esa libertad también que después se, se, digamos, contamina a los demás. O sea, yo cuando escucho Tomás estoy contaminado. Tomás me contamina, me inspira, me abre mundos imaginarios. Y también se manifiesta después en todas sus formas. Porque considero fundamental que encontráis Tomás también, si no lo conocéis, no sabéis quién es, nunca habéis visto un espectáculo de Tomás, espero podéis ver, que un día podáis ver un espectáculo de la compañía Singulier. Decía porque vemos una persona donde la diferencia, no hay una gran diferencia entre su manera de ser, su manera de relacionarse a la sociedad, a la colectividad, a la escena, es un todo, ¿ok? Donde en el todo no hay, soy así en escena, pero afuera soy otra cosa. No, es un todo coherente. Y esa coherencia te permite también de entender que tú eres un todo. Se habló de muchas Robertos, Tomás, Anas, muchas comunidades adentro. Tú eres un todo y lo que tienes solo que hacer es orquestar este todo, no aislarlo. Porque si tú aíslas no sé, la Annabella in cena de la Annabella, de varias Annabella que hay dentro, nunca lo vas a lograr y te vas a mentir a tú misma diciendo que esta es el cuerpo escénico de Annabella. No, no, no. Annabella es mucho más que solo las verticales, que solo los malabares. Es una Annabella que piensa, es una Annabella que estudia, es una Annabella que se relaciona al mundo, a la escuela, a las instituciones, al arte en general, al circo, a los otros verticalistas, a los otros malabaristas. Wow, 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 wow.
Entonces, voilà, Tomás. Y es evidente que las experiencias sociales, ¿no?, que hizo Tomás tuvieron un impacto fundamental en su identidad artística. Y por favor, no lo olvidáis nunca, que una identidad artística se forma a partir de vuestras experiencias también humanas, de vida. Porque cuando hablamos, Tomás, de experiencia social, como por ejemplo la que viví yo, ¿no?, en las bichas en Buenos Aires o en las favelas en Río, es más lo humano que el artístico. O sea, yo siempre digo, humanamente aprendí mucho más de la experiencia y de lo que de los niños me dieron, de lo que yo di. Sí, puede haberte enseñado 3 pelotas, pero lo que tú me enseñaste, niño de las favelas, no tiene valor. Entonces, por favor, no olvidáis quién sois cuando tenéis que pensar en vuestro cuerpo escénico. No pensáis que el cuerpo escénico es uno de los cuerpos que tenéis. Y esto crea mucho vuestra identidad. No sé, he estudiado filosofía, soy una filósofa, soy un filósofo, soy un astrofísico, siempre he sido Boy Scout, por ejemplo, siempre me ha encantado la colectividad, la participación comunitaria. No, estuve en la cárcel por 3 años, he vivido violencia. Todo esto alimenta la vuestra identidad artística. No hay que olvidarlo, no hay que pensar que el circo es solo lo que hago al trapecio. ¿Me explico? Y claramente la identidad artística o el punto donde ha llegado Tomás como artista de circo es el resultado de un camino de una persona, no solo de un artista. Y el hecho que la persona Tomás haya caminado mucho, haya ido mucho de bicicleta, se haya ido en lugares no convencionales, es obvio que caracteriza después un Tomás artista que te sorprende, que no habita lugares convencionales, que lleva al humano en escena. Hay una voz rara. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, más también vuestra vida es rica de experiencias fuertes, más chances tenéis que también vuestro cuerpo escénico sea un cuerpo escénico fuerte. Es una invitación, por ejemplo, a no volver a casa de metro, pero a volver a casa bajo la lluvia, pelados o peladas, haciéndose 8 kilómetros. Ya veréis que algo va a cambiar, ¿no?, en vuestra vida. Ok, Thomas, pardon, j'ai fait un petit speech, mais c'était pour, voilà, c'était pour te placer voilà, dans le bon lieu dans mon cœur. ¿Hay alguien que tiene una pregunta que hacer a Tomás? Sí. Alors, tu peux venir, comme ça je ne parle plus. Alors Thomas, là, si tu as 10 minutes encore, non? Oui, pas de problème, pas de problème. Il y a Pas de une souci. question ou 2 questions pour toi. Voilà, tu peux Pas de dire ton problème. nom et la question en espagnol. Porque c'était le... Vale. Me llamo Marín. Mi pregunta es, bueno, tengo 2 a la vez que van juntas. Si te defines como, no, si defines tus obras como provocantes y o sea, ¿cómo reaccionas la reacción del público? Que yo vi Amalgam en Aurillac y vi reacciones muy fuertes en el público y me pregunto cómo reaccionas esto después. Avec mon accent, ça traduit très mal. Je peux te le redire en français parce qu'avec mon accent, ça traduit très mal. Est-ce que tu te définis comme provoquant dans tes spectacles? Et comment tu gères la réaction du public, notamment, j'ai vu Amalgam à Aurillac et la réaction du public était quand même très forte à la fin et il ne redescendait pas du tout du spectacle. Moi, je dis jamais que je suis provoquant. Je pense que j'ai des actions des fois qui sont provocantes. Mais l'idée, je cherche pas à être provoquant. C'est pas une envie d'être provoquant. C'est des fois, des fois, voilà, il peut y avoir des choses qui dans les spectacles où je sens bien que ça peut être pris comme provoquant, mais au départ, c'est pas mon objectif premier, c'est pas du tout de provoquer.
C'est pas forcément ça. C'est plus questionner. Je suis plus dans un questionnement que d'une provocation. Après, donc dans Amalgame, on joue avec la police, on joue avec cette question de l'autorité, on joue aussi sur la question de dominant-dominé. Dominant-dominé, il y a une grande partie de notre société qui veulent plus du tout être dans cette manière-là de fonctionner, d'être être soit dominé, soit être dans un côté dominant. Donc il y a aussi Moussa qui joue son rôle de Moussa et qui joue aussi en tant qu'ivoirien sur une façon d'être dans des stéréotypes à des moments donnés et tout. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ouais, mais ça, c'est de la provocation, c'est de la provocation. » Au départ, c'est de l'écriture au plateau où on a écrit ensemble. Et nous, on n'a jamais demandé à Moussa de jouer un rôle où on voulait qu'il soit dans des stéréotypes. C'est Moussa qui a voulu faire ça. Et donc, comme c'est lui qui a voulu vendre des téléphones, qui a voulu être choisi par la police pour être fouillé, par exemple, à des moments donnés, c'est lui qui a demandé d'être… et nous, on a une lecture où, bien sûr, qu'il peut avoir de la provocation, mais c'est de la provocation pour se poser des questions et pour se dire, ouais, pourquoi à un moment donné, il va avoir du contrôle de faciès plus sur les noirs que les blancs. Et on est dans des questionnements qu'on vit un peu au quotidien et tous les jours. Sur scène, des fois, à des moments donnés, tu te dis waouh. Et alors que c'est une réalité aussi, aujourd'hui, on voit bien dans notre époque, sur les choix qui sont faits politiques, on voit bien qu'on en est loin de l'égalité pour tous, quoi, et toutes. Merci Thomas. Sí, alors descubrimos que hay alguien aquí que asistió, tuve la suerte de ver tu espectáculo, ¿no? Esto me alegra mucho. ¿Hay otra pregunta o preguntas? Sí, y hay que contar, Tomás, que están aquí los pobres desde las 10 de la mañana mirando. Vimos Le Vide de Fragon en la pantalla, hablamos mucho, vimos otros vídeos, ahora pasamos 2 horas. Creo que están todos, no es que no tienen preguntas, es que están todos un poco como mosquitos cansados, ¿no? Yo primero, me siento un mosquito cansado. Tomás, merci beaucoup. Mira, el aplauso que estoy escuchando detrás es espontáneo. Merci, ouais. Y todo Roberto, s'il y a des personnes qui ont des questions qui leur arrivent et tout, avec grand plaisir, voilà, je peux donner mon mail et tout ça, il n'y a aucun souci. Et s'il y en a qui passent par Toulouse et tout, on peut accueillir sans problème. Voilà. Moi, je veux bien juste terminer avec plus je donne des cours au Lido. Et il y en a beaucoup qui me disent « Oh là là, on va avoir beaucoup de mal à trouver une place dans la culture en ce moment. » Et pour moi, il y a un côté où il ne faut pas essayer de trouver une place, il faut plus chercher une place. Chercher, j'entends. Trouver une place, on va la trouver la place. Il faut la trouver, mais pour moi, le plus important, c'est de chercher plus que de trouver. Et le fait de chercher va faire qu'on va trouver, mais si on veut déjà trouver avant de chercher, on brûle une étape. D'abord, il faut chercher, il faut arriver pour moi, il faut arriver à être aussi en solidarité. C'est pour ça que souvent, j'ai envie, moi, que tout le monde trouve une place. Et s'il y a des personnes qui ont besoin et tout, avec grand plaisir pour partager des expériences ou pour trouver
Super, Thomas. Merci beaucoup. Bah, écoute, moi, je cherche une place. Alors, il faudrait que je passe chez toi. Avec plaisir. Attends, je me mets devant l'écran, comme ça, tu me vois. Voilà. Bon, Thomas, encore merci beaucoup, hein, du fond du cœur. Merci à vous. Et sûrement qu'on va se rappeler. Ciao, Thomas. Bon, et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Bueno, la...